Alors, faisons un point sur l'erreur, les vices du consentement. Parmi les vices du consentement, vous savez qu'on a l'erreur. Puisqu'on est dans un système, avec le droit français qui est un système consensuel, l'idée de l'autonomie de la volonté, tout repose sur le consentement. Donc nécessairement, si le consentement est vicié, le contrat ne pourra pas être valable. Et l'un des premiers vices du consentement, vous le savez, c'est l'erreur. Alors, l'erreur, c'est le fait de se tromper. Mais vous imaginez que toute erreur ne peut pas être cause de nullité. Il y a aussi une question de sécurité juridique. On ne peut pas annuler les contrats systématiquement et pour n'importe quoi. Donc on va commencer par balayer les erreurs qui ne sont pas cause de nullité. Première erreur qui n'est pas cause de nullité, l'erreur sur la valeur. L'erreur sur la valeur, c'est une appréciation économique erronée à partir de données exactes. J'entends par là que vous connaissez la chose. Vous savez que c'est un tableau de Picasso, vous savez que c'est une voiture avec tel moteur, etc. Vous connaissez l'âge, vous connaissez la chose, mais vous ne savez pas l'évaluer. C'est ça l'erreur sur la valeur. À ne pas confondre avec l'erreur sur la valeur qui est consécutive à une erreur sur la substance ou sur la qualité essentielle, où vous ne connaissez pas la chose, donc vous ne savez pas l'évaluer. Là, j'entends vraiment l'erreur sur la valeur uniquement. Vous ne savez pas évaluer la chose. Eh bien, cette erreur sur la valeur, article 1136, n'est pas une cause de nullité. Parce qu'on part du principe qu'à partir du moment où la chose, vous la connaissez, c'est pas très compliqué de se renseigner pour être capable de connaître la valeur du bien. Et puis, il y a aussi cette idée que, voilà, votre co-contractant a fait une bonne affaire, tant mieux pour lui. D'accord ? Donc, ce serait trop attentatoire à la sécurité juridique si chaque fois qu'on commettait une erreur sur la valeur, c'est-à-dire chaque fois qu'on achète quelque chose trop cher ou qu'on le vend pas assez cher, il y avait nullité. Deuxième catégorie d'erreur qui n'est pas cause de nullité, c'est l'erreur sur les motifs. Ce qu'on appelle les motifs, c'est les raisons qui vous ont poussé à contracter. Ce sont vos mobiles. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cette maison? Parce que je pensais être mutée. Pourquoi est-ce que j'ai acheté cette maison? Parce que je voulais m'y installer avec ma famille. Bon. L'erreur sur les motifs, elle est prévue à l'article 135 du Code civil, elle n'est pas une cause de nullité. Pourquoi? Parce que les motifs, c'est quelque chose de tellement subjectif, c'est quelque chose de tellement interne. Vous imaginez l'atteinte à la sécurité juridique si chaque fois que nos mobiles, nos motifs n'étaient pas satisfaits, on obtenait la nullité du contrat. Finalement, ce serait vraiment, on annulerait trop systématiquement. Alors, il y a quand même des limites. Certaines erreurs sur les motifs vont être cause de nullité. Première limite, c'est lorsque le motif est entré dans le champ contractuel. C'est-à-dire que votre raison, votre mobile, vous l'avez mis dans le contrat. Donc, le co-contractant connaît votre mobile, connaît votre motif. Du coup, ok, c'est une atteinte à la sécurité juridique s'il y a nullité, mais d'un autre côté, il le savait. Donc bon, c'est quand même pas un drame pour lui, il était prévenu. Bon. Et deuxième hypothèse, c'est l'erreur sur les motifs d'une libéralité. Là, vous allez faire une donation à quelqu'un, vous allez faire un testament en pensant, par exemple, que c'est votre fils. Vous lui donnez parce que vous pensez que c'est votre fils. Et là, vous découvrez que ce n'est pas votre fils. Vous avez commis une erreur sur les motifs qui vous ont poussé à faire cette libéralité. Bon. Traditionnellement, sous l'empire du droit ancien, on annulait l'erreur sur les motifs sur le fondement de l'erreur sur la cause. Le problème, c'est que la cause a disparu. Et donc, du coup, on l'a transformée en une erreur sur les motifs d'une libéralité. L'article 1135 prévoit qu'en cas d'erreur sur les motifs d'une libéralité, là, dans ces cas-là, il y a nullité. Et là, c'est même pas nécessaire de l'avoir fait entrer dans le champ contractuel. Bien sûr, il faudra prouver effectivement que vous avez commis une erreur sur les motifs, mais il n'est pas nécessaire de le faire entrer dans le champ contractuel. Donc voilà, le principe, l'erreur sur les motifs n'est pas une cause de nullité, sauf, première exception, si les motifs sont entrés dans le champ contractuel, sauf, deuxième exception, si c'est une erreur sur les motifs d'une libéralité. Voyons maintenant toutes les conditions pour annuler un contrat en cas d'erreur. Et là, il y en a plusieurs. Et dans un cas pratique, il faut vraiment penser à toutes ces conditions. Alors, il y en a que vous allez développer évidemment plus que d'autres selon le cas pratique, mais il faut vraiment que vous les ayez toutes en tête. Première condition, il faut évidemment une erreur. L'erreur, elle n'est pas définie dans le Code civil, mais on la définit traditionnellement comme une discordance, une différence entre la croyance du co-contractant et la réalité. Il pensait acheter un Picasso, c'est sa croyance. La réalité, ça n'est pas un Picasso. Il pensait acheter un terrain constructible, ça c'est sa croyance. Et la réalité, ça n'est pas un terrain constructible. Après, chaque fois que vous envisagez la définition de l'erreur, vous avez en tête la question du doute. Attention, je ne dis pas que dans tous les cas pratiques, il faut parler du doute. Ça apparaît comme une forme de pop-up. Si le doute
il y a une question de doute dans le cas pratique, vous allez sortir les développements qui vont suivre. Sinon, vous vous contentez d'une simple définition de l'erreur. Alors, c'est poser la question du doute comme étant exclusif ou pas de l'erreur. Le principe a été posé d'abord dans la célèbre affaire Poussin, rendue par la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 février 1978, où la Cour de cassation nous a dit, dire c'est pas très joli, mais où elle a retenu que le doute n'empêchait pas l'erreur. Alors de quoi était-il question dans l'affaire Poussin? Vous le savez, le couple pensait vendre un tableau qui n'était pas de Nicolas Poussin. Une expertise leur avait dit qu'il s'agissait d'un tableau de l'école des Carraches. Donc au moment où ils l'ont vendu, ils étaient persuadés que ça n'était pas un Poussin. Sauf qu'ensuite, vous le savez, que les musées nationaux vont exposer ce tableau comme étant un Poussin. Du coup, nouvelle expertise, et là, la seconde expertise émet un doute. On n'est plus tout à fait sûr que ce soit un Poussin. Et là, la Cour de cassation va dire, écoutez, c'est pas grave, ce doute n'empêche pas l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a bien une discordance, une différence entre cette croyance des vendeurs. Au moment de la vente, ils étaient sûrs que c'était pas un Poussin, que ça n'était pas un Poussin. Et la réalité, c'en est peut-être un. Donc il y a bien effectivement une différence entre la croyance, une certitude, et la réalité. Mais attention, il faut quand même faire attention à la date d'apparition du doute, au moment où justement la réalité devient douteuse, et c'est là qu'intervient la limite avec justement l'arrêt Fragonard, qu'il ne faut pas confondre, on va dire que les faits sont un peu inversés. L'arrêt Fragonard, vous le savez je pense, c'est un arrêt de la première chambre civile du 24 mars 1987. Dans cette affaire, le doute était entré dans le champ contractuel, c'est-à-dire qu'en fait le tableau avait été vendu comme étant attribué à Fragonard. Attribué à, c'est une expression qui signifie il y a des caractéristiques d'un Fragonard, mais on n'est pas tout à fait sûr que ce soit un Fragonard. Donc au moment où le tableau a été vendu, le vendeur comme l'acquéreur savait très bien que c'était peut-être un Fragonard ou peut-être pas un Fragonard. Ultérieurement, le doute est levé. On découvre que c'est un Fragonard. Et là, la Cour de cassation va dire que le doute est entré dans le champ contractuel. Et donc, ce doute accepté, cet aléa accepté, va chasser l'erreur. Et c'est ce que retient aujourd'hui l'article 133 du Code civil. Donc soyez très vigilants quand vous définissez l'erreur. Vous commencez par la définir par la discordance entre la croyance et la réalité. Et si vous sentez qu'il y a une question de doute, eh bien vous parlez éventuellement de la jurisprudence Poussin ou de la jurisprudence Fragonard, selon que le doute est entré dans le champ contractuel Fragonard ou est apparu ultérieurement jurisprudence Poussin. Mais attention, vraiment, vous n'évoquez pas ça systématiquement, uniquement s'il y a un problème de doute. Voilà pour cette première condition, donc la question de l'erreur. Maintenant, cette erreur, elle doit s'apprécier au moment de la formation du contrat. Donc pour qu'il y ait nullité pour erreur, il faut une erreur au moment de la formation du contrat. Forcément, on est ici dans les conditions de validité du contrat. Le consentement sain est une condition de validité. Les conditions de validité, elles s'apprécient au moment où le contrat est formé, peu importe ce qui se passe après. Donc l'erreur doit s'apprécier au moment de la formation. Sauf que c'est poser la question de savoir exactement ce qui devait être apprécié au moment de la formation, puisque je vous ai dit que l'erreur, c'était une discordance entre la croyance et la réalité. Qu'est-ce qui s'apprécie au moment de la croyance, de la formation du contrat? La croyance ou la réalité? Là encore, c'est l'affaire Poussin qui nous a donné la réponse. Plus exactement, l'affaire Poussin 2, 6 première, 13 décembre 83. Pourquoi? Parce qu'après la cassation dans l'affaire Poussin 1, la Cour d'appel a dit très bien, le doute n'empêche pas l'erreur, j'ai bien compris ce que venait de me dire la Cour de cassation. Sauf que la Cour d'appel va dire, au moment où ils ont conclu le contrat, ils étaient persuadés que ça n'était pas un Poussin. Et au moment où ils ont conclu le contrat, l'expertise disait que ça n'était pas un Poussin, donc il n'y a pas eu d'erreur. On se place au moment de la formation du contrat, croyance et réalité égale étaient identiques, donc il n'y a pas d'erreur. Mais c'est un peu ridicule, j'ai envie de dire, comme raisonnement de la part de la Cour d'appel. Évidemment qu'au moment de la formation du contrat, la croyance et la réalité sont identiques, sinon il n'y aurait très rarement d'erreur. Et c'est pour ça que la Cour de cassation, dans l'arrêt de 83, est venue préciser, attention, la croyance s'apprécie évidemment au moment de la formation du contrat, mais la réalité peut s'apprécier avec des éléments ultérieurs. On peut évidemment tenir compte d'expertises ultérieures. Donc en fait, dans un cas pratique, vous regardez ce que pensaient au moment de la formation du contrat les contractants et vous comparez cette croyance par rapport à la réalité qui peut être
analyser par rapport à des éléments postérieurs, par rapport à des analyses postérieures. D'accord? Donc quand on dit qu'on apprécie par rapport au moment de la formation du contrat, c'est la croyance qui s'apprécie au moment de la formation du contrat. Ensuite, cette erreur, ça peut être une erreur de fait ou une erreur de droit. L'erreur de fait, c'est celle que vous connaissez, c'est la mauvaise appréciation d'un élément de fait, de l'authenticité d'un tableau, de la date d'un tableau, de la constructibilité d'un terrain. Bon. C'est dans 99% des cas une erreur de fait dont il sera question dans un cas pratique. L'immense majorité des arrêts que l'on a sont des arrêts sur les erreurs de fait. Mais on a aussi, pourquoi pas, des erreurs qui peuvent être des erreurs de droit. Là, c'est une mauvaise appréciation, une mauvaise compréhension de la loi ou d'un règlement, enfin bref, d'un texte de loi. Alors là, vous allez me dire, mais si je me trompe sur la loi, peu importe, nul n'est censé ignorer la loi. Bien sûr. Sauf que nul n'est censé ignorer la loi est un adage qui permet d'éviter qu'une personne échappe à une sanction en soutenant « Ah bah oui, mais je ne savais pas qu'il fallait rouler à 130 km/h, maintenant je le saurais. » Non, vous ne pouvez pas utiliser votre ignorance de la loi pour échapper à une sanction. Mais là, c'est différent. Vous n'avez pas bien compris la loi et du coup, ça vous a incité à contracter. Du coup, ça a déterminé votre consentement. Dans une tradition si consensualiste, aussi consensualiste que la nôtre, on ne peut pas tolérer que vous ayez conclu un contrat parce que vous vous êtes trompé, même sur l'interprétation d'une règle de droit. Il n'en reste pas moins que vous n'auriez pas voulu ce contrat. Exemple, vous avez vendu votre appartement à votre locataire parce que vous étiez persuadé qu'il bénéficiait du droit de préemption. Si vous aviez su, c'est certainement pas à lui que vous l'auriez vendu. Vous vouliez vendre votre appartement, mais vous auriez préféré le vendre à votre cousin. Il se trouve qu'il y avait un locataire et vous vous êtes dit, il bénéficie de ce droit de préemption, c'est à lui du coup qu'il faut que je le vende. Puis vous vous rendez compte qu'en fait, il ne bénéficiait pas pour une raison X ou Y de ce droit de préemption. Enfin, vous êtes d'accord que vous n'auriez jamais conclu ce contrat avec lui sinon. Donc, l'erreur de droit peut être cause de nullité. Alors, votre erreur, elle peut porter sur votre prestation ou sur celle de votre co-contractant. Que l'erreur porte sur la prestation de votre co-contractant, ça n'a jamais posé de problème. En revanche, c'était plus discutable, l'erreur sur sa propre prestation. On peut se dire, bah, c'est ta prestation, tu es censé la connaître, tu te renseignes avant de t'engager. Enfin, tu ne peux pas commettre une erreur sur ta propre prestation ou sinon, tant pis pour toi. C'est notamment l'un des arguments qui avait été soutenu par les musées nationaux dans le cadre de l'affaire Poussin, 6 première, 22 février 78, où justement les musées disaient « Attends, c'est le vendeur, c'est sa chose, si lui la connaît pas, voilà, il ne peut pas commettre une erreur sur sa propre chose. » Et la Cour de cassation, elle n'avait pas du tout suivi cette argumentation, puisqu'elle avait effectivement permis l'annulation du contrat. Donc on peut commettre une erreur, même si c'est sur sa propre prestation, et aujourd'hui, c'est ce qui est écrit à l'article 1133 du Code civil. On peut commettre une erreur sur la prestation de son co-contractant ou sur sa propre prestation. Condition suivante, il ne suffit pas de commettre une erreur, il ne suffit pas de commettre une erreur de fait ou de droit, une erreur appréciée au moment de la formation du contrat, il faut aussi une erreur qui soit excusable. Alors cette exigence d'erreur excusable, vous ne la trouviez pas dans le Code civil de 1804, mais c'est la jurisprudence qui l'a créée, notamment dans un arrêt de la Chambre sociale du 3 juillet 1990. En fait, l'idée c'est que vous pouvez commettre une erreur, mais il faut quand même qu'elle soit pardonnable, qu'elle ne soit pas trop grossière. L'idée c'est que vous soyez quand même un minimum renseigné. On veut bien vous aider et annuler le contrat. Enfin, c'est très lourd comme sanction l'annulation du contrat, hein. S'il n'était pas très difficile de se renseigner, on ne voit pas pourquoi on viendrait vous aider derrière. On ne veut pas favoriser les négligents au mépris de la sécurité juridique. Et cette exigence d'erreur inexcusable, elle a été consacrée par la réforme. Elle est à l'article 1132 du Code civil. Reste ensuite à savoir comment l'apprécier, ce caractère excusable. Est-ce que c'est in abstracto, le bon père de famille, l'individu normalement prudent et avisé ne se serait pas trompé? Ou est-ce que c'est in concreto? Toi, eu égard à tes connaissances, eu égard à ton âge, eu égard à tes diplômes, eu égard à ton activité, tu ne pouvais pas commettre cette erreur. Bon. Eh bien, la jurisprudence antérieure et l'article 132 prévoient bien qu'effectivement, c'est une appréciation in concreto. Donc, on va tenir compte des caractéristiques de la personne. Vous imaginez bien que, notamment, il sera plus difficile pour un professionnel de commettre une erreur excusable que pour un profane. Il faut également une erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Alors, vous le savez, l'ancien article 1110 du Code civil ne parlait pas de qualité essentielle, il parlait d'erreur sur la substance. Et la substance, elle pouvait être entendue dans un sens objectif, comme étant la matière dont la chose est faite, ou dans un sens subjectif, comme la qualité sans laquelle on n'aurait pas contracté. Bon. Le problème de l'aspect objectif, c'est que ça ne peut s'appliquer qu'aux choses matérielles, parce que les choses immatérielles, elles n'ont pas de matière. Et du coup, très très rapidement, la jurisprudence, elle a retenu une conception plus large, une conception subjective de la qualité, de la substance, remplaçant le mot substance par le mot qualité substantielle et glissant progressivement au fil des arrêts vers la qualité essentielle. Donc l'erreur, en fait, elle doit porter sur la qualité essentielle pour le contractant. La qualité sans laquelle on n'aurait pas conclu. Et c'est exactement aujourd'hui ce que retient l'article 1132. On a évacué le mot substance qui de toute façon n'était quasiment plus utilisé au profit du terme qualité essentielle. Reste ensuite à savoir comment on va l'apprécier, cette qualité essentielle. Est-ce qu'on va le faire de manière objective, in abstracto? C'est une qualité essentielle pour tout le monde. Ça a un avantage, c'est que c'est assez objectif, ça veut dire que votre co-contractant peut s'attendre à ce que cette qualité soit essentielle. Il y a aussi cet avantage, c'est qu'on peut faire une sorte de liste de toutes les qualités qui seraient essentielles, et puis ça facilite la preuve. On sait que quand on achète un terrain, sa constructibilité est essentielle, on sait que quand on achète un tableau, son authenticité est essentielle, donc ça a le mérite d'être plus facile et plus propice à protéger la sécurité juridique. Le problème, c'est qu'ensuite, on est dans un vice du consentement. Donc, ce qui compte, c'est quand même plus, est-ce que c'est essentiel pour le co-contractant? Vous comprenez bien. J'ai envie de dire, on s'en fiche que ce soit essentiel pour tout le monde. L'essentiel, c'est est-ce que ça l'est pour toi? On s'en fiche que ce ne soit pas essentiel pour tout le monde, si ça l'est pour toi. Bon, donc c'est vrai que du point de vue des vices du consentement, il vaudrait mieux apprécier subjectivement. Sauf que subjectivement, d'abord, c'est très difficile à prouver. Il faut prouver quelque chose que vous aviez dans la tête. Je sais pas, imaginez que pour moi, j'ai un TOC, et du coup, il faut que le clignotant clignote à une certaine vitesse, sinon ça me rend folle, et que pour moi, il est essentiel que le clignotant, il clignote à cette vitesse-là. Bon, enfin, vous imaginez si on se met à annuler des contrats pour ça? Parce que je suis un peu toquée et qu'il clignote trop vite ou pas assez vite. Enfin, vous imaginez, on risque d'annuler des contrats pour rien. C'est une atteinte énorme à la sécurité juridique. Et puis surtout, je vais avoir beaucoup de mal à le prouver. Donc en fait, la jurisprudence, elle exigeait que la qualité essentielle soit entrée dans le champ contractuel. Donc elle a exigé en fait une forme d'objectivisation, si vous voulez, de la qualité essentielle. Et c'est ce que reprend l'article 1133 du Code civil, puisqu'il nous définit la qualité essentielle comme la qualité qui a été expressément convenue, donc vous l'avez mis dans le contrat, ou tacitement convenue. C'est un peu cette idée qu'elle est attendue de tous et qu'on n'a même pas tellement besoin de le mettre dans le contrat, c'est évident. Donc on a quand même objectivisé la qualité essentielle pour plus de sécurité juridique et finalement ça facilite la preuve. Vous avez également une erreur sur les qualités essentielles de la personne. C'est-à-dire que soit l'erreur, elle porte sur la qualité essentielle de la chose, de la prestation, soit ça peut être une erreur sur les qualités essentielles de la personne. Mais alors attention, c'est rare, c'est pas dans tous les contrats. Ça ne sera que dans les contrats conclus intuitu personné. C'est ce que reprend l'article 1134, mais c'était déjà le cas sous l'empire du droit antérieur. C'est-à-dire que c'est uniquement pour les contrats où la personne de votre co-contractant est importante, comme par exemple un contrat de travail ou si vous avez recours à un artiste pour vous peindre un tableau. Là, évidemment, vous voulez cette personne-là et pas une autre. Et si vous vous trompez sur ses qualités essentielles, ça peut être par exemple sur son identité ou sur ses qualifications, là, dans ces cas-là, ça pourrait être une cause de nullité. Mais attention, c'est vraiment limité au contrat conclu intuitu personné. Donc soit c'est l'erreur sur la qualité essentielle de la personne, soit c'est l'erreur sur les qualités de la prestation, ou éventuellement les deux. Là, c'est vraiment, vous n'avez pas de chance du tout. Et enfin, dernière condition, il faut que cette erreur, elle soit déterminante du consentement. Donc il y a aussi quand même un aspect très subjectif, ça reste un vice du consentement. Donc il faut démontrer que si vous aviez su, vous n'auriez pas contracté. Sans l'erreur, vous n'auriez pas contracté, ou du moins à des conditions différentes. Et là, on le fait de manière in concreto. Là aussi, on va rechercher le caractère déterminant en fonction des qualités de la personne, en fonction de son âge, en fonction du lieu où elle habite. Enfin, c'est vraiment très in concreto. Est-ce que cette personne-là va réussir à démontrer que si elle avait su, elle n'aurait pas contracté? C'est l'article 1130. Donc en fait, il faut que la qualité
elle soit à la fois objectivement essentielle, soit elle est entrée dans le champ contractuel, soit elle est tacitement essentielle pour tous, mais en plus déterminante, donc subjectivement essentielle. Donc en fait, il y a une double condition pour que l'erreur puisse être une cause de nullité. Si toutes ces conditions cumulatives, enfin elles sont cumulatives sauf l'erreur sur la qualité essentielle de la prestation et l'erreur sur la qualité essentielle de la personne. Là, ça peut être l'une ou l'autre. Mais toutes les autres se cumulent. Et bien dans ces cas-là, il faut envisager les sanctions de l'erreur. La première sanction, la principale, c'est la nullité. C'est ce que prévoit l'article 1130. Les vices du consentement sont source de nullité. Ce qui est normal, puisqu'on l'a dit, le consentement, c'est la base du contrat. Si votre consentement était vicié, il n'est pas sain. C'est le pilier du contrat, si vous voulez, s'effondre. La seule sanction qui est envisageable, c'est la nullité du contrat, puisque de toute façon, vous avez démontré que ça a été déterminant. Si vous aviez su, vous n'auriez pas contracté. Donc il faut le supprimer, ce contrat. Bon. C'est une nullité qui est une nullité relative, article 1131 du Code civil, avec des conséquences. C'est que seule l'errance, c'est-à-dire celui qui s'est trompé, celui qui a commis l'erreur, peut agir en nullité, pas l'autre co-contractant, pas les tiers. Le délai pour agir, il est de 5 ans, pas 5 ans à compter du contrat, 5 ans à compter de la découverte de l'erreur, avec un délai butoir quand même de 20 ans à compter de la conclusion du contrat. C'est-à-dire que si vous découvrez votre erreur au bout de 18 ans, vous ne pourrez pas agir, vous n'avez plus 5 ans pour agir, il ne vous en reste que 2. On cherche quand même à assurer une certaine sécurité juridique. Voilà pour la nullité. Et ensuite, une autre sanction qui peut s'additionner, c'est la responsabilité extra-contractuelle, puisque l'article 1178 prévoit qu'à chaque fois qu'il y a nullité, il peut en plus y avoir responsabilité si les conditions sont réunies. Alors, en matière d'erreur, ça sera plus compliqué, notamment plus compliqué qu'en matière de dol ou en matière de violence, parce que en matière de dol ou de violence, il y a clairement une faute de la part du co-contractant, alors qu'en matière d'erreur, il n'y a pas forcément de faute de la part du co-contractant, et donc il faudra arriver à démontrer une faute du co-contractant pour engager sa responsabilité. Évidemment, il n'y a pas de responsabilité s'il n'y a pas de faute. Mais si vous arrivez à démontrer une faute du co-contractant, et que vous démontrez un préjudice qui n'est pas réparé par l'annulation du contrat, alors vous pourrez, en plus de la nullité, obtenir des dommages et intérêts. Voilà sur ce qu'il y a à savoir sur l'erreur. Encore une fois, je répète, dans un cas pratique, vous n'avez pas forcément besoin de tout dire. Il faut vraiment évoquer ce qui est nécessaire. Par exemple, si c'est une erreur de fait, c'est peut-être pas la peine de parler de l'erreur de droit. Si c'est une erreur sur la qualité de la prestation, c'est pas la peine de parler de l'erreur sur la qualité essentielle du co-contractant. Si c'est une erreur et qu'il n'y a pas de doute, c'est pas la peine de parler de poussin. Mais il faut avoir tout en tête et vous balayez ça dans votre tête et vous dites bon ça j'en parle, ça j'en parle, ça j'en parle pas. D'accord? Mais il faut vraiment bien tout connaître. Je vous remercie.